9 janvier 1937. Mexique. Léon Trotsky, en exil depuis son bannissement de l'URSS par Staline, débarque au port de Tampico. Il est accueilli par l'artiste Frida Kahlo, femme du peintre communiste Diego Rivera, qui a convaincu le président mexicain d'offrir l'asile politique aux révolutionnaires soviétiques. Frida Kahlo est fascinée par cette figure charismatique et par l'idéal révolutionnaire, au point d'avoir falsifié son acte de naissance pour le faire coïncider avec le début d'un événement majeur de l'histoire de son pays, la Révolution mexicaine, qui s'est déroulée de 1910 à 1920 et dont le souvenir est encore vivace. Cet épisode est né d'une profonde volonté de transformation d'un pays sclérosé par les inégalités et va connaître de nombreux rebondissements marqués par des phases violentes et destructrices. Revenons donc sur la Révolution mexicaine et observons par quel cheminement tortueux elle a répondu aux aspirations populaires initiales. XVIe siècle. La civilisation aztèque s'effondre suite à l'arrivée des conquistadors espagnols. Les nouveaux arrivants prennent pour capitale l'ancienne cité aztèque de Tenochtitlan, devenue Mexico, et s'étendent progressivement vers le nord et le sud. La soumission des peuples passe par la conversion au catholicisme, la création de nouvelles villes et villages où ils sont regroupés, et l'exploitation de la main-d'œuvre indigène dans les mines d'or ou d'argent, mais surtout dans les champs. Les terres laissées en friche sont accaparées par une poignée de propriétaires qui en font de grands domaines agricoles, les haciendas. La richesse du pays est concentrée entre quelques mains qui exploitent le plus grand nombre. Peu à peu, les criollos de la Nouvelle-Espagne, ceux qui sont nés sur le territoire colonial, commencent à aspirer à une certaine indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole. Ils n'ont aucun poids politique et doivent envoyer toutes les richesses accumulées outre-Atlantique. L'affaiblissement de l'Empire espagnol suite à l'invasion napoléonienne de 1808 ouvre une période de crise politique. Elle est marquée par l'appel au soulèvement de Miguel Hidalgo, le 16 septembre 1810, date considérée comme le moment fondateur du Mexique. La guerre d'indépendance dure plus de 10 ans et s'achève en 1821, lorsque les armées espagnoles sont vaincues. Le premier gouvernement indépendant prend la forme d'un empire, avant d'être rapidement renversé. La période qui suit est marquée par des luttes intestines sur l'orientation à donner au pays. Le Mexique se déchire, et des mouvements séparatistes éclatent. Les gouvernements sont constamment renversés, dans un climat de guerre civile. À ces querelles destructrices s'ajoutent des guerres extérieures. Les États-Unis profitent de l'instabilité pour annexer le Texas en 1836, et pour grappiller des territoires à l'ouest. Puis c'est au tour de la Californie et du Nouveau-Mexique, après la guerre américano-mexicaine de 1846-1848. Après une nouvelle phase de guerre civile, le libéral Benito Juárez proclame la Constitution républicaine de 1857 et suspend le paiement de la dette extérieure. Les forces européennes interviennent. Napoléon III tente d'installer Maximilien de Habsbourg à la tête du pays. Son souhait est de limiter l'influence américaine dans cette région et de s'y implanter. Son projet est un échec total. Maximilien est fusillé en 1867. Le Second Empire mexicain prend fin et la République de 1857 est rétablie. Benito Juárez est élu président. Mais quelques années plus tard, un héros de la lutte contre les Français, qui avait réussi à reprendre Mexico, ravit le pouvoir, Porfirio Díaz. Il accède à la plus haute magistrature en 1876. Il va, peu à peu, modifier la constitution de 1857, afin de garder le pouvoir et se faire réélire 7 fois. Cette république libérale se couple à une dictature militaire, et durant ce régime autoritaire, les inégalités ne cessent de se creuser. Le régime porfiriste, comme on le nomme, par ses abus, son intransigeance et son caractère oligarchique, va mener le peuple à la révolution. Le grand problème qui a toujours gangréné le pays est l'inégale répartition des terres. Le virage libéral des années 50 accentue le monopole des grands possédants. Deux lois permettent aux grands propriétaires d'agrandir leur domaine, en s'accaparant les propriétés du clergé, et donc les terrains communaux des villages autour des églises. Les terres indiennes subissent également ces phases d'expropriation, obligeant les indigènes à rejoindre les haciendas. Ce mouvement de concentration s'amplifie sous Porfirio Díaz. Le régime est donc marqué par l'exploitation des peones, les paysans pauvres, par les hacendados, des riches propriétaires. Les techniques agricoles sont peu modernisées, les puissants seigneurs ne souhaitant que le bénéfice nécessaire à leur train de vie fastueux. Il faut même importer du maïs dont la production ne suffit pas à nourrir la population. Mais des écarts sont à signaler en fonction des régions et de l'investissement de chaque propriétaire. Une tendance générale donc, mais avec beaucoup de particularismes locaux.
Le mouvement libéral du dernier quart du XIXe siècle est marqué par une augmentation des investissements étrangers au profit des plus puissants. Le réseau ferré passe de 640 km en 1876 à 20 000 en 1910, financé à 77% par des capitaux étrangers, qui investissent également dans les mines. Le prix des terres alentours explose. Une nouvelle vague d'expropriation des plus modestes débute en 1883. De grandes sociétés d'arpentage délimitent les territoires exploitables, rachetés à vil prix par des hommes appartenant aux hautes sphères du pouvoir. Tandis que les puissants payent peu d'impôts, les salaires stagnent. Les populations rurales doivent s'asservir pour survivre. Sur les 15 millions d'habitants en 1910, 840 propriétaires exploitent 3,5 millions de familles d'agriculteurs. 80% de la population dépend de ce secteur. Les ouvriers, peu nombreux, sont également touchés par la misère. La faim est un problème pour l'essentiel des Mexicains. Les rancheros, petits propriétaires appartenant à la classe moyenne, ne peuvent rivaliser avec la haute bourgeoisie qui dévore tout. Derrière l'apparente prospérité liée à la modernisation du pays, un puissant désir de transformation traverse le Mexique au début du siècle. Des révoltes contre le système de Díaz éclatent ponctuellement, tout écrasé dans le sang. Les opposants au régime commencent à s'organiser par l'intermédiaire de journaux clandestins, souvent écrits aux États-Unis avant d'être envoyés au Mexique. Intellectuels de la petite bourgeoisie, fonctionnaires, journalistes ou enseignants se réunissent et créent le cercle libéral. Mais la main de Díaz s'abat. Beaucoup de leaders sont emprisonnés. Un manifeste circule à large échelle sous le manteau et infuse les esprits. Il catalyse et énonce les aspirations au changement d'une grande partie de la population. Redistribution des terres, notamment celles laissées en friche, et réintégration des paysans expropriés. Journée de 8 heures, repos dominical, salaire minimum. C'est alors qu'en 1908, Díaz, âgé de 77 ans, évidemment candidat pour une 8e réélection, lâche un pavé dans la mare. Lors d'une interview donnée au journal américain Pearson's Magazine, il annonce qu'il est prêt à abandonner le pouvoir et déclare « La nation est prête à assumer définitivement sa liberté ». Il reviendra rapidement sur ces déclarations, mais l'opposition se sent pousser des ailes. En décembre, un livre intitulé « La succession présidentielle de 1910 » fait grand bruit. Son auteur, Francisco Madero, est issu d'une riche famille de propriétaires, mais il soutient la dissidence. Son approche est avant tout politique. Il préconise des élections libres et démocratiques, par la possibilité de former des partis d'opposition. Battant la campagne, Madero suscite énormément d'espoir avec son mouvement, le parti anti-réélectionniste. Son slogan sonne comme un cri de ralliement. Suffrage électif, pas de réélection. Ses meetings attirent foule, et ses attaques contre Díaz deviennent virulentes. Madero et ses camarades sont arrêtés. Il est relâché après paiement d'une caution et assigné à résidence. Les élections se déroulent en juin et juillet 1910, dans un calme relatif, lié à la terreur imposée. Díaz est évidemment réélu, avec 98% des suffrages. La fraude est manifeste, contestée, mais vite balayée. En octobre 1910, Madero comprend la nécessité d'une lutte armée. Il fuit aux États-Unis, laissant un manifeste appelant au soulèvement. Le plan de San Luis Potosí dénonce dans un premier temps le gouvernement tyrannique de Díaz, puis réitère les grands principes du programme madériste. Surtout, à travers son article 3, il galvanise les paysans dépossédés, en assurant qu'ils retrouveraient leurs terres spoliées. Le virage de Madero du politique vers le social éveille les masses. Madero reçoit le soutien du gouvernement américain pour des achats d'armes, qui désapprouve désormais Díaz. Une date est fixée pour le soulèvement général, le 20 novembre 1910. Le jour fatidique, rien ne se passe. Madero est en pleine désillusion. Mais l'information n'est arrivée que début décembre aux insurgés, qui désormais bien armés et organisés, se soulèvent. L'armée fédérale essuie défaite sur défaite. De véritables chefs de guerre se révèlent, organisant leurs troupes militairement, le plus célèbre étant Francisco Villa, le célèbre Pancho Villa, ancien bandit devenu révolutionnaire, menant des cavaliers qui sont d'habiles tireurs dans l'état de Chihuahua. Pascual Orozco se fait remarquer à la tête de mineurs révoltés. En février, Madero rentre au Mexique, tandis que 20 000 soldats américains viennent se positionner à la frontière afin de faire pression sur Díaz. Un mois plus tard, c'est au tour d'une autre grande figure d'entrer dans le tourbillon révolutionnaire, Emiliano Zapata. Ce petit propriétaire ayant perdu sa terre réunit des partisans et entre en lutte dans l'état de Morelos. Díaz, paniqué, suspend toutes les libertés individuelles. Un remaniement ministériel est décidé afin de faciliter de possibles négociations. Le 1er avril, il propose une loi relative à la non-réélection du président, mais il est déjà trop tard. Les troupes sont réunies afin de faire tomber Ciudad Juárez. Avant le moindre coup de feu, des pourparlers s'engagent entre Madero et le général Navarro, qui commande les troupes fédérales.
Une première dissension éclate entre les révolutionnaires. Villa et Orozco jugent Madero trop arrangeant. Ils attaquent la ville qui tombe le 10 mai 1911. Un accord mettant fin au combat est signé. Diaz doit démissionner. Un gouvernement provisoire doit organiser la tenue d'élections libres. Surtout, Madero doit licencier les armées révolutionnaires, l'usage de la force restant le domaine des forces fédérales, ce qui provoque quelques mécontentements. La première phase de la révolution s'achève par le départ de Porfirio Diaz. Acclamé en héros, Madero est élu président le 6 novembre. Mais le renvoi des forces révolutionnaires provoque des tensions. Madero apporte tout son soutien à l'armée fédérale, ce qui agace les insurgés de la première heure. Son manque d'entrain à la mise en place de la réforme agraire déçoit. Zapata et ses compagnons rédigent un manifeste connu comme le plan de Ayala, où ils accusent Madero d'avoir trahi les principes de la révolution. Ils en appellent à une réelle redistribution des terres, par expropriation, mais avec indemnisation, il faut le noter. Des soulèvements se produisent. Madero envoie la troupe dans le Morelos, contre Zapata, et dans le Chihuahua, contre Orozco. Les combats sont meurtriers. Le commandement des troupes est confié à Victoriano Huerta. Début 1913, le neveu de Porfirio Diaz, Félix Diaz, tente un coup d'État afin de rétablir le régime porfiriste. Mexico est en état de guerre. Le palais présidentiel est assiégé. La défense est organisée par Huerta. Cet épisode de 10 jours est appelé la décade tragique, tant il fut violent. Huerta profite de l'instabilité pour trahir Madero, avec le soutien de l'ambassadeur américain, Henry Lane Wilson, qui sera ensuite désavoué par son gouvernement. C'est un coup d'État militaire qui se produit le 18 février 1913. Madero et son vice-président sont arrêtés, puis fusillés le 22. L'émoi est considérable. La réaction des révolutionnaires ne se fait pas attendre. Huerta, désormais surnommé l'usurpateur, devient l'homme à abattre. Et ses soutiens sont nombreux. Clergé, industriels, banquiers, gouverneurs et surtout, l'armée. Même un ancien ennemi, en la personne de Pascual Orozco, le rejoint. Et tente carrément une attaque aux États-Unis. Un climat de terreur est instauré. Le peuple s'organise sous la direction de chefs charismatiques, Zapata, Pancho Villa, et un nouveau venu dans la lutte, l'un des seuls gouverneurs à se rebeller ouvertement, Venustiano Carranza, ancien madériste, gouverneur de l'état de Coahuila. Il s'est juré de respecter la Constitution. Il publie un manifeste destiné à renverser Huerta et à respecter la légalité, le plan de Guadalupe. Cet appel place Carranza instantanément en leader de la révolution. Il fédère les chefs révolutionnaires, qui restent tout de même maîtres de leur territoire. En mars 1913 est créée l'armée constitutionnaliste. Dans le Chihuahua, Villa lance une série d'attaques victorieuses contre l'armée fédérale. Contrôlant les mines de la région, l'ancien brigand bat monnaie, ce qui lui permet d'enrôler facilement des troupes au point de se constituer une véritable armée, la División del Norte. En octobre, il prend la ville de Torreón, récupérant une importante quantité d'armes, et surtout, des wagons et des locomotives. Il contrôle désormais une bonne partie des voies de chemin de fer, et va pouvoir surprendre ses adversaires. Un fait d'armes est resté célèbre. Il intercepte un train qui convoie pour le compte de Huerta, en direction des Ciudad Juárez. Villa fait monter 2000 hommes à l'intérieur, et demande à chaque télégraphiste de dire que le train ne transporte rien. En ouvrant les wagons qu'il croyait vides, l'armée fédérale tombe nez à nez avec les hommes de Villa. Cette ruse lui vaut une réputation internationale. Le 25 novembre, il remporte la bataille de Tierra Blanca. Pancho Villa est nommé gouverneur de Chihuahua en décembre. Carranza tient le nord-est. Alvaro Obregón, autre chef révolutionnaire, les États de Sonora, Sinaloa et Nayarit. À partir d'avril 1914, les forces de Zapata, l'Attila du Sud, comme le surnommaient ses détracteurs, réussissent à prendre des points stratégiques. L'étau se resserre sur Huerta. Au printemps 1914, des troupes fédérales arrêtent des marins américains dans le port de Tampico. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson, se saisit de l'occasion pour occuper militairement le port de Veracruz. L'attitude américaine fut assez contradictoire depuis le début de la Révolution. Cette fois, le soutien à Carranza semble évident, et une négociation est ouverte avec Huerta pour qu'il parte. Sans succès. Un embargo sur les armes est alors décidé, affaiblissant les troupes fédérales, qui sont battues à Zacatecas. Le 15 juillet, Huerta et Orozco fuient. La route de Mexico s'ouvre aux révolutionnaires. Mais Carranza refuse que Pancho Villa entre le premier dans la capitale. Il s'arrange pour le retarder. Le 15 août, c'est un fidèle, Alvaro Obregón, qui entre dans Mexico. Une convention de chefs révolutionnaires constitutionnalistes est convoquée en octobre pour décider de l'avenir du pays. Zapata n'y participe pas, tant que ses revendications agraires issues du plan d'Ayala ne sont pas effectives.
Villa s'oppose à la mainmise de Carranza sur les revenus de Chihuahua et refuse de reconnaître son autorité, malgré des accords passés dans ce sens. La convention est déplacée en terrain neutre, à 500 km de Mexico, à Aguascalientes. L'Assemblée s'arroge des pouvoirs constitutionnels et élit un président provisoire, Eulalio Guiterres. À l'issue de ces travaux, une commission est chargée d'établir un programme de réforme. Ses membres marchent sur Mexico afin d'y installer le nouveau gouvernement, avec à leur tête Pancho Villa, qui vient d'être nommé chef des armées. Déclaré rebelle, désavoué et craignant pour sa vie, Carranza fuit Mexico avec hommes et armes pour s'installer à Veracruz. Obregón se rallie à lui. Il réussit à négocier le départ des Américains au nom du principe de la souveraineté de la nation mexicaine. Emiliano Zapata devance de quelques jours l'entrée de Villa dans Mexico. Les deux figures révolutionnaires se rencontrent au sud de la capitale. Instant immortalisé par une photo qui entrera dans l'histoire. Une alliance de circonstances se noue pour l'occasion. Les deux hommes paradent ensuite avec leurs armées dans la capitale, dans une atmosphère de liesse populaire. Un nouveau gouvernement est formé par Guiterres, avec de nombreux villistes. Un ministère des questions agraires est créé sous l'impulsion de Zapata. Une nouvelle force se dresse dans la capitale, la Casa del Obrero Mundial, mouvement ouvrier qui soutient Carranza. Elle est formée de bataillons rouges. Ce sont désormais deux factions qui s'opposent, les partisans de Carranza et Obregón, et ceux de Villa et Zapata. Des batailles meurtrières ensanglantent le centre du pays. Les Américains tentent de réconcilier les révolutionnaires, et chaque chef essaye de s'assurer de leur soutien, afin d'être approvisionné en armes et vivres. Le contrôle des zones pétrolières au nord-est, afin d'assurer une manne financière par les exportations, est le lieu d'affrontements violents. La bascule se produit durant la première moitié de 1915. Habile tacticien, Obregón remporte une série de victoires en s'inspirant des combats de la Première Guerre mondiale, qui ravagent désormais l'Europe. Une tactique défensive par creusement de tranchées, appuyée par des tirs soutenus de mitrailleuses. La cavalerie de Villa est fauchée à plusieurs reprises, notamment à Celaya. L'impact psychologique de cette défaite est énorme. Pancho Villa, qui connaît des difficultés financières dues à la dévaluation de la monnaie qu'il battait, ordonne le retrait de ses troupes du nord-est. Le 10 juillet, les troupes d'Obregón prennent Aguascalientes et acculent Villa. En octobre, le gouvernement américain soutient officiellement Carranza. Villa est aux abois et quitte le Chihuahua en novembre. Ses principaux fidèles l'abandonnent. Ils s'aliènent définitivement les Américains en attaquant la ville de Columbus en 1916. Sa tactique de guérilla durera 2 ans, mais la population, fatiguée par tant d'années de souffrance, lui retire sa confiance et forme des milices locales de défense. Le villisme décline inexorablement. Pancho Villa est assassiné en 1923, bien encouragé par Obregón et beaucoup de ses anciens ennemis. Après cette victoire sur Villa, c'est au tour de Zapata d'être défait par les forces de Carranza. Épisode marqué par de nombreuses exactions sur les civils. Carranza et Obregón organisent l'élection d'une assemblée constituante. Le spectre des élus est large, réunissant de nombreuses tendances. Le projet de constitution de Carranza est présenté en décembre 1916 et obtient une large adhésion en répondant aux aspirations initiales de la Révolution. Nationalisme, anticléricalisme, principe de non-réélection, abolition de l'esclavage ou respect des droits de l'individu sont au cœur du dispositif. La Constitution annonce des lois sociales, journée de 8 heures, repos dominical, droit de grève, salaire minimum et limitation du travail des enfants. Surtout, à travers son article 27, le droit de propriété est refondé. Terre, eau et sol appartiennent à la nation, ce qui va restreindre l'exploitation des terrains par les étrangers. Cette disposition entérine le principe des expropriations, permettant la répartition des grands domaines. Mais il faudra du temps pour répondre aux aspirations initiales de partage de la terre. Ce n'est qu'en 1934 qu'une véritable politique redistributive sera mise en place. La difficile reconstruction débute. Le pays est exsangue. Chaos monétaire, production minière stoppée, production agricole au point mort, lignes de chemin de fer détruites et régions ravagées. De nouvelles alliances se forment, notamment avec les mouvements ouvriers, qui vont désormais peser dans la vie politique. Pour limiter les nouveaux foyers de sédition, Carranza n'hésite pas à faire assassiner Zapata, qui critiquait le nouveau gouvernement. Lors de l'élection présidentielle de 1920, Obregón, qui jouit d'une immense popularité, se présente contre Carranza, qui tente de garder le pouvoir en présentant son propre candidat. Il est accusé de violer ses propres principes et fuit à nouveau.
Carranza est assassiné par un soutien d'Obregón, qui est ensuite élu président et veut opter pour une politique de conciliation. La révolution est définitivement terminée, mais il faudra attendre 1929 et la création du Parti national révolutionnaire, renommé ensuite Parti révolutionnaire institutionnel, pour que toutes les forces de 1910 prennent une direction commune. Cette révolution mexicaine, qui s'étend sur près de 10 ans, fut particulièrement meurtrière. On estime à près de 2 millions le nombre de victimes, dont de nombreuses femmes et enfants issus de la paysannerie. Le caractère populaire de cet événement, occulté par la figure de grands chefs charismatiques, va permettre à de nouvelles classes sociales d'intégrer le jeu politique. En brisant la caste oligarchique au pouvoir et en affirmant son identité par rapport aux ingérences étrangères, la révolution mexicaine a permis de poser les fondements du Mexique moderne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mitrailler le pouce vers le haut et à partager au maximum. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, je vous invite à me soutenir sur Utip et Tipeee, surtout que les démonétisations sont de plus en plus fréquentes ces temps-ci. Un énorme merci évidemment à tous ceux qui contribuent. Je vous remercie encore d'avoir visionné et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.